Bonjour et bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Et bien cette semaine, nous sommes à la Cigale pour les Pégases. Comme l'année dernière, c'est le moment de récompenser le meilleur du jeu vidéo français. Tous les vainqueurs, vous allez les voir passer. Les principaux jeux, on attend évidemment le Sacre de Clair-Obscur Expédition 33. Réponse en images dans cette émission, c'est parti! Et pour cette cérémonie, eh bien, un invité prestigieux sur scène pour remettre le prix du premier jeu et une première pour lui, Thomas Joly. Bonsoir. Quel plaisir de vous avoir. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup. On est ravis. Alors, cette première dans le jeu vidéo sur scène, est-ce que c'est impressionnant? Moi, je suis très heureux de rencontrer, de mettre des visages sur tous ces métiers créatifs, tous ces gens qui travaillent dans cette industrie et qui est très dynamique, très créative, comme je l'ai dit. Donc, je suis très heureux d'être là, très heureux d'ouvrir la cérémonie, sans mauvais jeu de mots. Maître de cérémonie, c'est une question d'habitude en fait maintenant. Alors, je ne suis pas maître de cérémonie. Non, je ne c'est suis vrai. pas maître de cérémonie. Mais j'étais très heureux de remettre notamment le prix du meilleur premier jeu. Un beau vainqueur. The Rogue Prince of Persia, très beau vainqueur. Que du j'ai premier essayé, jeu. figurez-vous. Et alors? Que j'ai essayé, mais en fait, le principe du rogue me crispe beaucoup. Donc au bout d'une trentaine de minutes à perdre et à recommencer, c'est le principe, eh bien je dois confesser que j'ai lâchement abandonné. Ouais. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de remettre un prix. Absolument, et que Prince of Persia reste quand même un de mes jeux préférés de mon enfance. Donc voilà. Parce que, on le dit, on le répète, on a déjà dit, nous, on a déjà discuté, vous êtes un vrai fan de jeux vidéo. Alors je suis fan, un gros amateur, vraiment. C'est une question de manque de temps. Je joue beaucoup et je joue surtout quand j'ai le temps. Mais voilà, j'avoue que dès que j'ai l'occasion, je prends la manette et c'est parti, ouais. Et ça ne surprendra pas grand monde. Quelle est la franchise préférée de Thomas Joly? J'ai un gros faible pour Assassin's Creed. On s'en était un petit peu aperçu quand même, hein, un certain je crois été. que ça s'est vu. Je crois que ça s'est vu pendant la cérémonie. Même si, je précise que ce personnage, évidemment inspiré du personnage d'Assassin's Creed, était aussi inspiré d'autres personnages d'autres mondes de la littérature, notamment le hussard sur le toit de Giono, Belphégor, vous savez, ces personnages romanesques masqués. On a beaucoup ça dans notre littérature française, pour dire aussi que les ponts sont aussi possibles et vertueux et heureux et joyeux entre les arts. Est-ce qu'il y aura un jour un pont vers le jeu vidéo pour Thomas Joly? Mais moi, j'aimerais beaucoup, parce que je vais vous confesser quelque chose, je suis jaloux, voilà, du jeu vidéo. Ah bon? Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, dans le théâtre, quand je veux faire voler un personnage, c'est faisable. C'est un peu compliqué parce qu'il faut mettre en place toute une machinerie, des sécurités, parce que ça reste quand même des vraies personnes et leur sécurité est évidemment première. Je ne dis pas que dans le jeu vidéo, c'est d'un claquement de doigts, parce qu'évidemment, c'est aussi beaucoup de travail d'animer et tout ça, mais quand même, j'ai l'impression que les possibilités sont tellement vastes que voilà, ça me crée une petite jalousie, très saine, hein, et surtout une admiration, et qu'un jour, peut-être, j'aurai l'occasion de travailler dans ce domaine, j'en serais très heureux en tout cas. Et alors ce serait pour faire quel genre de jeu? Une grande aventure, dans un grand monde ouvert, avec des choses incroyables qui se passent. Il faudrait que ce soit difficile, mais pas trop, parce qu'en fait, en vrai, vous le comprenez, moi, ce que j'aime, c'est le récit, c'est explorer. Moi, quand il y a des champignons à cueillir ou des trucs à ramasser, je passe... À côté. Non, justement, je passe mon temps à tout récupérer, etc. Non, vraiment. Le looting. Absolument. Et voilà, c'est pour ça que la difficulté n'est pas mon... Je perds patience assez rapidement. Je peux jeter la manette parce que les boss me fatiguent. Donc voilà, ce serait un jeu comme ça. C'était quoi votre jeu de l'année? Ou un jeu coup de cœur? Alors, là, je suis dans Tower of Agasba. Oh! Et j'avoue que je suis assez bluffé. Je n'ai pas essayé, alors il faudrait résumer pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, on est une jeune fille qui arrive avec son clan sur un monde désolé qu'il faut revégétaliser. Il faut recréer les écosystèmes avec les plantes, les animaux, les fleurs. Et rien que ça, moi, d'abord c'est très très beau. Et puis rien que ça, de se dire qu'on participe à la rééclosion de ce monde, à la renaissance de ce monde, ça me va très bien pour jouer. Ouais. Ah ben voilà, parfait. On a la recommandation de la reco semaine. du moment. C'est la reco du moment. Recommandation de la semaine dans Multijoueur, et elle est de Thomas Joly. Ouais. C'est quand même ultra classe. Bah en tout cas, c'est ce jeu qui est super classe surtout. Ah ben voilà, Ouais. maintenant c'est noté. On va l'essayer. Merci beaucoup Merci Thomas. à toi Mélinda, merci beaucoup. On est avec les vainqueurs du premier jeu vidéo. Et voilà, la team Evil Empire pour The Rogue Prince of Persia. Félicitations à vous. Alors vous aviez l'air d'être les premiers surpris quand même sur scène.
Merci beaucoup déjà. Et oui, effectivement, surpris parce que la concurrence est belle. Les studios, d'ailleurs, les autres nominés, bravo à eux. J'ai pas eu l'occasion de le dire sur scène, mais oui, ils ont fait des magnifiques jeux, donc rien n'était acquis, ouais, clairement. Vous avez été gentil, vous avez remercié Soundfall de ne pas être mis là, mais vous méritiez quand même largement d'y être aussi. Mais ils ont d'autres choses à gagner, je pense. Ils ont sa place. Alors, pour ceux qui n'auraient pas fait The Rock Prince of Persia, ce qui est un scandale, lequel de vous peut expliquer en une petite phrase, résumer le jeu? On connaît Prince of Persia. C'est quoi la spécificité The Rogue? The Rogue Prince of Persia, c'est la version roguelite de Prince of Persia en action platformer 2D. Alors là, j'ai dit plein de gros mots, mais en gros, un roguelite, ça veut dire que quand tu meurs, tu recommences du début, mais tu gagnes des compétences. Et donc, c'est une revisite de la licence à notre sauce. Alors justement, Prince of Persia, on connaissait. Vous faites un premier jeu sur une licence un petit peu connue. C'est quoi? C'est beaucoup de pression, beaucoup de plaisir, un mélange des deux? Les deux, clairement. Une licence à laquelle je jouais moi quand j'étais petit, donc une grosse pression d'être à la hauteur, et une envie de proposer quelque chose de nouveau, de frais, de revisiter un peu cette histoire du prince de Perse qui doit sauver son royaume. Et en ce sens, c'est là où Ubisoft est venu nous chercher aussi pour apporter une fraîcheur, je pense, un angle un peu nouveau sur cette belle licence et voir ce qu'on avait à raconter avec. Alors, et donc, oui, c'est risqué, mais en même temps soutenu. Donc, c'était la question que j'allais vous poser. Alors, tous les trois, justement, vous êtes un peu concernés. Qui est allé chercher l'autre et qui a eu l'idée de cette vision roguelite, justement? Alors, qui est allé chercher l'autre? On s'est rencontrés, je pense, la première fois à un E3. Vous étiez avec Motion Twin, en train de travailler sur Dead Cells, et on était complètement bluffés alors que le jeu n'était pas encore sorti. Et on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à travailler ensemble. Et après beaucoup de sushis, on s'est dit, mais en fait, le mariage, entre guillemets, parfait, ce serait Prince of Persia. C'est vrai qu'on vous connaissait pour avoir accompagné Dead Cells. C'était quoi le piège à éviter pour ne pas faire un Dead Cells à la Prince of Persia, ni un Prince of Persia qui ressemble trop à Dead Cells? C'était le piège de faire ça, effectivement. On a été chercher ce qui fait l'ADN de la licence Prince of Persia. Nous, on a choisi de se concentrer sur le combat acrobatique. Donc en fait, une des majeures différences entre The Rogue Prince of Persia et Dead Cells, c'est qu'on bouge beaucoup, on fait des acrobaties et c'est intégré dans le combat en fait. Donc c'est une façon assez différente de jouer finalement. Et en plus de ça, je devrais aussi mentionner la narration. On a essayé de beaucoup plus pousser cet aspect-là et de l'intégrer à la boucle roguelite. Donc en fait, l'histoire dans The Rogue Prince of Persia a une place très importante. Moi, je voudrais vous remercier pour ça, parce que c'est le jeu de mon enfance, Prince of Persia. Je ne suis pas toute jeune, et donc j'étais en âge de jouer, et j'ai retrouvé exactement ce que vous venez de dire, l'ADN du jeu, du premier jeu. C'était important, ça, pour vous, de retourner, de pas réinventer totalement le jeu, mais de reprendre les fondamentaux. C'est exactement ça, oui. Quand on a commencé à parler conception, donc sur des sujets un petit peu plus sérieux que nos sushis de tout à l'heure, c'était effectivement important de rester sur les fondamentaux, mais aussi que l'équipe d'Evil Empire s'approprie en fait cette licence. On ne voulait pas avoir quelqu'un qui allait, un studio qui allait exécuter quelque chose par rapport à ce que Ubisoft voulait. L'idée, c'était vraiment de remettre les clés du camion, j'allais dire, à l'équipe d'Evil Empire pour que, parce qu'on avait confiance justement en leur capacité à bien comprendre l'ADN de cette marque, de leur laisser en fait libre champ pour y arriver. Et l'accueil des joueurs? Alors, ça c'était une angoisse, c'était quoi, Dylan? Un petit peu, mais c'est surtout le plus grand plaisir, c'est de découvrir le jeu sur lequel tu as travaillé pendant plusieurs années, quel effet ça fait quand les gens le découvrent. Donc évidemment, dès que le jeu est sorti, c'est le premier réflexe, aller voir sur Twitch, sur YouTube, s'il y a des gens en train de jouer, comment ils réagissent. Et ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir de voir que les gens s'amusent sur ce jeu, ont parfois un peu du mal à progresser parce que le jeu est difficile, mais c'est voulu. Et on ne l'a pas dit, mais vous êtes encore en lice pour d'autres prix ce soir, dont la récompense de jeu de l'année. Bon, ça va pas être facile, on va pas se cacher, mais c'est déjà une belle récompense de la profession après celle des joueurs. C'est une magnifique récompense, hein, clairement. Jeu de l'année, ça sera ambitieux vu le talent des autres équipes qui sont ici ce soir, mais excellence visuelle, on a un parti pris qui me dit, on a notre DA qui est confiant, je suis sûr. Non, l'expérience sonore aussi, l'expérience sonore est très bonne, la musique, vraiment j'encourage les gens à la découvrir.
très différente des autres concurrents, mais bon, on est déjà ravis avec ce titre-là. Bah, c'est clair, quand on voyait la vidéo d'ouverture des Pégases, ça faisait un petit quelque chose d'être aux côtés de tous ces jeux qui sont énormes et excellents. Et j'avais une petite larme aux yeux à voir ce trailer au début qui était vraiment très chouette, quoi. Ah bah c'est chouette ça. Bah écoutez, peut-être qu'on se reverra tout à l'heure. Qui sait, je vous le souhaite. En tout cas, bonne soirée à vous. Et je crois que vous avez des projets qui arrivent. On pourrait peut-être se reparler sous peu, et pas forcément ici, mais avant, et ici l'année prochaine, ou plus tard. Avec grand plaisir. Et bonne soirée à vous, en tout cas, et merci beaucoup et félicitations encore. Merci beaucoup. La soirée se poursuit avec de très nombreux Pégases qui sont remis. Il y a notamment celui qui sera peut-être un jour un meilleur premier jeu, c'est Candelum, sacré meilleur jeu. Étudiant, Rematch, on a beaucoup parlé de Rematch, du studio Slow Clap à qui on devait déjà Sifu. Et bien lui, il repart avec la meilleure innovation technologique pour sa revisite du jeu de foot. Autre jeu qui l'année dernière était dans la catégorie meilleur jeu, Ravenswatch. Eh bien son aventure continue, Ravenswatch est cette année le meilleur jeu service, si vous voulez, le meilleur jeu qui continue son expansion. Et les Pégases, c'est aussi le moment pour réfléchir aux jeux vidéo et à ce qu'il peut apporter aux joueurs avec la catégorie au-delà du jeu vidéo. Et le Pégase est remis cette année un jeu extrêmement touchant sur les violences faites aux enfants, les violences dans le cercle familial souvent, c'est Wednesdays. Félicitations à vous parce que vous n'êtes pas là pour un prix, mais 2 Pégases. Rien que ça, pour le moment quand même, vous êtes bien. Pour le moment. On a peut-être un troisième qui nous attend, mais il y a peu de chance. Ce sera surprise de la soirée. En tout cas, 2 Pégases, au-delà du jeu vidéo et l'accessibilité, lequel vous fait le plus plaisir? Question piège pour commencer. Ouais, non. Moi, je pense que ça serait l'accessibilité pour le coup, parce que on a vraiment voulu avec ce jeu, on a voulu faire un jeu qui puisse toucher un maximum de monde, qui puisse être accessible à un maximum de monde. Donc ça sous-entend les personnes en situation de handicap. Mais moi, je voulais aussi faire un jeu qui soit accessible même aux gens qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo. Et vraiment, c'est un jeu que même si tu n'as jamais joué à un jeu vidéo de ta vie, tu vas pouvoir y jouer sans difficulté. Ça a vraiment été pensé pour ça, ça a été testé pour ça par plein de gens qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo non plus. Et le fait que ça soit reconnu, ça me fait bien sûr plaisir. Après, l'autre me fait plaisir beaucoup aussi, hein. Mais c'est moins concret. C'est plus un peu vague comme intitulé, on va dire. Pourtant, je trouve que ça caractérise très bien Wednesdays, qui est un jeu un peu à part quand même, il faut le reconnaître. Lequel de vous raconte à ceux qui seraient passés à côté ce qu'est Wednesdays? Wednesday, c'est un jeu qui parle d'inceste et de violences sexuelles sur mineurs, où on incarne Tim, qui est une victime d'inceste, mais on joue le jeu à travers ses proches, qui du coup, on voit différentes scènes de sa vie et on peut, en tant que proche, parler avec lui et éventuellement réagir et voir ou non certains signaux qu'il y a pu y avoir comme conséquence des traumatismes qu'il a subis. J'aime bien parce que vous dites ça, sans gravité, et c'est un jeu qui parle d'un sujet très sérieux et s'épargne la gravité, déjà par la couleur, c'est un jeu très coloré. C'est un choix qui a été évident pour vous pour bien traiter ce sujet-là? Oui, ça a été très très vite un sujet. Enfin, ça a été très vite un sujet absolument important. Et, Pierre en fait m'a contacté en sachant déjà qu'il voulait des couleurs très pastel, très chaleureuses, très réconfortantes. Et donc, on a vraiment fait un gros travail autour de ça sur vraiment ne pas montrer aussi de scènes explicites, de rester vraiment très dans un cocon comme ça, dans un jeu très chaleureux. Et, en fait. Prendre les joueurs et joueuses un peu par la main et ne pas les brusquer, ne pas leur montrer des choses qu'ils n'ont pas envie de voir, quoi. C'était le plus difficile, ça, de raconter? Parce que c'est une histoire qui vous touche particulièrement. Oui, Pierre. C'est moi qui l'ai écrite, donc je me suis forcément beaucoup inspiré de mon propre vécu, parce que je suis moi-même une victime d'inceste, j'ai été moi-même une victime d'inceste, Chris aussi. Après, oui, moi, en effet, comme pour les graphismes, dès le début, je voulais quelque chose de très lumineux et porteur d'espoir. Une des lignes directrices, on va dire, c'est que les joueurs sortent de Wednesdays en allant mieux qu'avant d'y avoir joué. C'est pas un jeu qui est fait pour te sentir mal, c'est un jeu qui est fait pour te sentir bien, mine de rien. Et c'est un peu étonnant, vu le sujet. Et, je vais pas mentir, il y a des montagnes russes. Il y a des émotions qui se passent et tout. Et oui, des fois, j'ai un peu envie de faire pleurer les gens. Et il paraît que j'y arrive. Mais j'espère les faire rire aussi. Et j'espère surtout, tout le long, j'espérais communiquer un message d'espoir, dire qu'on
On peut guérir aussi de ça, c'est aussi un des propos du jeu, ça parle de guérison. Et que plus en effet la parole s'ouvrira sur ce sujet, sans doute que plus les enfants seront protégés. Voilà. Grâce à un jeu comme le vôtre, en tout cas, c'est une question qui avance et on peut montrer qu'on peut parler de sujets très très sérieux dans le jeu vidéo. Merci à vous pour ça, en tout cas. Et maintenant, on croise les doigts pour la suite. Ouais. Bonne soirée à vous. Merci. C'est l'une des très belles histoires de cette année et évidemment, il devait ajouter un Pégase à sa collection impressionnante de 2025. On retrouve avec plaisir Laurien. Comment ça va, Laurien? Ça va, mini dame? Bonsoir, merci de me recevoir. Mais je ne concevais pas cette émission sans un petit passage de toi et une petite récompense de plus. Merci beaucoup. Donc c'est toujours aussi fou cette période, cette histoire Clair Obscur Expédition 33. Oui, c'est toujours aussi fou. Et avec tout ce qui arrive autour du jeu et de la musique, c'est pas prêt de s'arrêter. On a la chance immense de pouvoir faire des concerts à travers l'Europe et la France. Et ils commencent bientôt, donc là, dans quelques jours, la tournée se démarre, quoi. On vit toujours la même effervescence, la même folie, on n'est pas encore lassé? Je pourrais te dire ça après la tournée. Après, tu me raconteras? Après avoir fait toutes les dates. Mais non, il y a toujours un sentiment de gratitude qui est très fort. Et je ressens un lien qui est très puissant avec les joueurs. Parce que en fait, tous les jours, ça s'arrête jamais. Et on a des petites histoires, des petites anecdotes qui sont dingues autour de Clair Obscur, au cours de la musique. Ça s'arrête jamais. Il y a encore des choses folles qui t'arrivent près d'un an après. Ah oui, tous les jours. Vraiment, c'est au quotidien. On est submergé de petites histoires drôles, de petits moments d'amour avec les joueurs. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Quand tu te remets un an en arrière, voilà, où tu finissais, la musique était quasiment finie quand même, il y a un an, ouais. Et que tu vois toute cette déferlante de récompenses, d'amour, comme tu dis, j'ai entendu quand même la musique remixée par des DJ. Là, on change quand même complètement de dimension. Est-ce que ça te fait plaisir d'entendre ça dans des... Ah tout est... Honnêtement, tout est fou. C'est plus qu'il y a des milliers de covers par de l'allemande, donc on a de la chanson qui est reprise dans des langues différentes, par des enfants, par des papas et sa fille, enfin, c'est merveilleux. Donc il y a à peu près tous les styles qui sont repris, c'est un cadeau immense. Là, tu as la récompense donc, de la profession française, oui. Cette fois. Est-ce qu'il y a une récompense dans toutes celles que tu commences à avoir accumulées chez toi? Il va falloir des grandes étagères qui t'a un peu plus surprise, fait plaisir, étonné? Non, honnêtement, l'amour qu'on a des joueurs, c'est un peu facile de dire ça, mais c'est de très loin la plus belle récompense au quotidien. Donc, c'est évidemment un Pégase, ça fait plaisir, ça récompense le travail de tout le monde, le travail de toute l'équipe et tout ce qu'on a mis sur le projet. Mais ce qu'on vit au quotidien, il n'y aurait aucune récompense, que ça changerait absolument rien du tout. C'est juste merveilleux ce que les joueurs nous apportent. C'est quoi le moment le plus fou, inattendu que tu as vécu cette année? Je pense pas pouvoir répondre. Il y en a trop. Il y en a eu beaucoup trop. Je pense que les concerts, c'est quand même quelque chose qui est dingue. Mentalement, c'est surréaliste de revenir un an en arrière et la musique était juste avec moi et avec quelques personnes dans le studio. Et de me dire, maintenant, j'ai un moment où il y a 5 000, 10 000 personnes qui attendent voire plus peut-être, qui attendent dans une salle que je monte sur scène. Et il y a toujours cette adrénaline-là qui est un très puissant. Surtout que je suis entouré de tous les musiciens. Je suis avec Alice sur scène où on rejoue les morceaux. Et on a le public qui chante. Et on a vraiment un truc où, quand je suis sur scène et que je ressens cette énergie réelle, physique, directement, c'est quand même bouleversant. Et c'est extrêmement marquant pour moi. Tu vas me dire que tu n'as pas trop le temps d'y penser avec la longue tournée qui s'annonce. Mais est-ce que tu as des envies pour toi, personnelles cette fois? Parce que là, c'est une aventure collective, c'est une aventure qui est importante, mais est-ce que tu as envie aussi de choses un peu plus personnelles ou de faire un album qui ne soit pas une musique de jeu vidéo, par exemple? Ou pas le temps d'y réfléchir? Oui, j'ai des rêves lointains. J'ai des rêves que je vais chercher à réaliser, à imaginer. Donc oui, j'ai des petites choses en tête. Oh non, tu ne peux pas nous dire. Hein. C'est un peu trop tôt. C'est trop tôt, mais c'est bien. Au moins, est-ce que faire d'autres jeux vidéo, ça te dirait, ou tu as envie de... Après, là, tu te consacres à Clair Obscur, faire un break vers autre chose? Je ne sais pas vraiment de quoi l'avenir sera fait. Moi, ce que je préfère faire, ça reste composer de la musique.
Et l'univers Clair Obscur, c'est un univers qu'on a créé tous ensemble, donc j'y suis très attaché. Et j'ai sûrement envie de continuer à composer pour cet univers. Là, il y a la tournée qui arrive. Oui. Tournée mondiale, on veut dire ça, européenne au moins dans un premier temps, Européenne. mais bon, hein, il y a des gens qui vous attendent à l'autre bout du monde. Ça se prépare comment? C'est un marathon, le quotidien de l'Orienté Star aujourd'hui? Là, honnêtement, c'est pas préparé. Donc c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Il n'y a plus besoin maintenant, t'es rodé. Mais bon, il va vraiment falloir que je me prépare là sur les 10 jours qui arrivent. Il y a vraiment le côté apprendre mes parties de guitare. Après, c'est aussi penser à tout le show, penser aux entrées, aux sorties. Il y a des petits détails qui sont invisibles. Donc ça va être prendre du temps à penser, à faire que ça, à me projeter mentalement sur la scène, à me projeter à jouer les parties. Bon, ça c'est chouette, encore félicitations. Merci beaucoup. Pour ce Pégase. Et puis on se reparlera très vite des prochaines aventures, Merci les concerts et la suite. On est avec ni plus ni moins que la personnalité de l'année. C'est quand même extrêmement classe. Félicitations Alexis Garavarian. Merci beaucoup. C'est amplement mérité parce que vous êtes le patron de Kepler et on a beaucoup parlé de vous cette année pour Clair Obscur Expédition 33, mais c'est pas le seul jeu que vous avez en stock et dans la besace, parce que Slow Clap aussi appartient et chez vous. On avait déjà parlé, nous, de Chia, qui était chez vous. Ça fait plaisir de recevoir ce prix. À titre personnel cette fois, c'est pas... C'est toujours étrange de recevoir un prix individuel dans une industrie où en fait c'est un travail collectif et on est aujourd'hui 400 et quelques dans le groupe en incluant tous les studios. Donc c'est plus une représentation du travail qui est fait dans nos studios, chez Slow Clap, chez Tactical Adventures et dans nos équipes qui font l'édition et tout le travail de marketing de nos titres. Donc je suis très heureux de cette récompense, mais c'est toujours un peu difficile de les accepter quand on sait le travail qui est fait chez nous tous les jours pour faire des jeux exceptionnels. C'est combien de jeux ces derniers temps sortis par Kepler, enfin édités par Kepler? On édite en moyenne 4 à 5 jeux par an. Il faut savoir qu'on évalue chaque année environ 1400 à 1500 jeux. Et sur ces 1400 à 1500, on va en général en signer 2. Et donc ces 2 viennent en complément des jeux qui sont faits par nos studios internes, donc les équipes qui font partie de Kepler. Et donc ça nous fait un line-up de 4-5. Donc on a un volume de contenu qui nous est envoyé qui est absolument incroyable. Et on essaie de sélectionner les choses qui sont les plus intéressantes. Bon, cette année, vous avez du flair. Je pense que vous l'avez réalisé un tout petit peu. La première fois que vous avez vu ce projet, parce qu'on sait que Soundful avait sondé beaucoup d'éditeurs, pourquoi les avoir pris? Je pense qu'il y avait une vision créative artistique qui était très forte. Guillaume avait pu exprimer de manière très claire en fait, les intentions qu'il avait pour ce jeu. Et je pense que le traitement en termes visuels, le setting qui est très inspiré de la culture française et qui était très fort, en fait. C'est rare de voir ça dans un jeu vidéo. Et tous les autres éléments en termes de narratif, des personnages qui sont crédibles et qui ressemblent à des vrais êtres humains dans leurs interactions. La musique, il y avait énormément d'éléments qui font que le jeu avait énormément de promesses. Après, des jeux avec beaucoup de promesses, on en voit énormément et le travail d'exécution, en fait, de vraiment délivrer un jeu spécial demande énormément de travail et je pense que c'est là où on ne se rend pas compte à quel point ce travail-là est difficile. Et donc ce qu'a exécuté Soundful est juste historique. Aucun studio sur un premier jeu a pu créer quelque chose d'aussi incroyable et je pense que les superlatifs et la reconnaissance qu'ils reçoivent aujourd'hui est complètement méritée, en fait. C'est un succès incroyable. Toute l'histoire est belle. Nous, on était allés les voir à Montpellier avant la sortie du jeu. Même eux avaient du mal à croire en leur potentiel. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Comment vous avez pu leur faire prendre conscience que si vous les preniez, c'est qu'il y avait quelque chose quand même? On a eu un... Ou alors est-ce que vous y croyez? Quand vous les avez pris, vous aviez déjà vu ça? Nous on y croyait beaucoup et on avait vu énormément de potentiel. Après, encore une fois, le niveau de qualité qui a été livré, les scores qu'on a reçus par la presse au lancement sont exceptionnels et on ne peut jamais prédire exactement ces réceptions-là. Après, c'est vrai que le jeu avait énormément de mérite très tôt en fait, dans le développement et donc c'est un projet qui nous a énormément plu et qui reprenait aussi des codes de jeu auxquels on a joué quand on était un peu plus jeune en les modernisant et donc en amenant ces souvenirs en fait qu'on avait de jeux, mais en créant une version vraiment modernisée et dans un contexte en plus en termes d'histoire, de setting qui n'avait jamais été exploré. Et je trouve que voilà, la magie a opéré pour nous, mais aussi partout dans le monde. Il faut savoir que c'est un jeu qui a plu énormément au Japon,
en Chine et que quand l'équipe de Centfall a fait des visites de studio, les gens venaient avec des versions du jeu à signer. Donc c'est quelque chose qui a résonné de manière globale. Et je pense que ces histoires personnelles et très spécifiques en fait sont assez universelles. Et je pense que c'est ça qui a fait la magie du jeu. C'est un jeu qui va marquer l'histoire du jeu vidéo. Ah oui, je pense que ça marque et on l'a vu beaucoup dans les studios, notamment au Japon, où en fait c'est un sujet de discussion constant, d'avoir pris des inspirations, des codes, des RPG qui sont faits au Japon et de les amener dans un contexte français. Et je trouve que c'est beau de pouvoir faire des jeux aujourd'hui avec des équipes de la taille de Centfall qui peuvent rivaliser avec des choses qui sont faites avec des budgets nettement supérieurs. Justement, ça c'est le grand écart entre Rematch et Clair-Obscur. C'est quoi la philosophie de Kepler? Comment vous choisissez vos jeux? On a une ligne éditoriale qui est assez claire, en fait, même si les jeux sont très différents. On cherche des expériences qu'on appelle assez authentiques, en fait, où les créateurs sont très proches des choses qu'ils veulent créer et où il y a cette vraie passion pour le projet qui est porté. Sifu, qui était un de nos premiers jeux, Jordan, le directeur créatif, a passé des années à pratiquer le kung-fu et voulait reproduire cette expérience-là. Pacific Drive, qui est un jeu qu'on a édité avec un studio aux États-Unis, est un jeu où la personne qui est la directrice créative allait dans les bois, dans le Pacific Northwest, avec une vieille voiture et des livres de science-fiction et a voulu retranscrire ça. Et je pense que ça, c'est très important. Et même si on n'est pas familier avec les mondes qui sont représentés, on a cette authenticité et Chia est un autre exemple exceptionnel de ça. Et donc pour nous, c'est très important d'avoir des jeux qui sont authentiques et qui résonnent en fait avec les joueurs. Voilà, vous venez de citer de nombreux jeux qu'on a mis nous dans les recommandations et nos coups de cœur ces derniers mois. Et voilà, au moins les gens réalisent comme ça la variété, la densité du catalogue que vous avez chez Kepler. Merci beaucoup Alexis. Merci encore félicitations pour ce Pégase. Merci beaucoup. Messieurs, félicitations pour vos 2 Pégases. Bravo nous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations, on avait déjà longuement parlé d'Absoloum. On est très content de vous voir. C'était avant les Game Awards. Bon, ça s'était moins bien passé. Ce soir, c'est mieux. Vous l'avez, ce Pégase du jeu vidéo indépendant? Vous les avez même. Oui, mais il y en a pas d'indépendants. Et on a le game design aussi, on va en parler. Est-ce que vous êtes content? On est très content parce que c'est une année où il y a énormément de bons jeux. Donc on était déjà très surpris d'être nommé dans les catégories du coup meilleur jeu, etc. Donc de recevoir en plus le prix du meilleur jeu indépendant, c'est vraiment incroyable, on est vraiment très contents. C'est un jeu que vous avez fait à plusieurs studios. Est-ce que c'est si facile que ça? Ça, c'est toujours la question qu'on se pose. Comment est-ce qu'on répartit les forces? Rien n'est facile dans le jeu vidéo, je pense. Oui, c'est toujours un peu compliqué, évidemment. On a un peu une hydre à 3 têtes, on a une partie au Québec, puis on était pas mal en remote et tout ça, donc c'est pas si facile, mais en vrai, on s'y est adapté. Au final, on était vachement sur les mêmes longueurs d'onde. Je pense que chacun apporte quelque chose au final, et je pense que ça se voit dans le jeu final. Oui, c'est ça. Il y a vraiment l'apport de chacun avec ses sensibilités différentes. Et un truc qu'on a mis en place aussi de très important, c'est qu'on avait un peu un esprit d'équipe, d'une équipe, et pas de chaque boîte, et on travaillait juste tous comme une grande équipe sans penser à qui vient de quelle boîte, etc. C'est un vrai travail collectif, game design, donc on va pouvoir en parler et le montrer aussi fièrement. C'est mérité parce que je trouve qu'Absoloum, il y a un vrai esprit, il y a quelque chose dessus. Ça vous faisait plaisir une année de revenir avec ce style de jeu aussi Alors qui nous parle du style de jeu d'Absoloum qui a marqué les joueurs? Ah ben il faut pas faire cette tête là, hein. Ah bah oui, c'était le projet de revenir avec un style de jeu, le beat'em up, qui peut paraître un petit peu dépassé ou alors intimidant, puisque ça vient d'une ère un peu révolue, celle de l'arcade, où on mettait sa pièce et donc on essayait de se battre contre un jeu où lui, le développeur, faisait un jeu qui voulait te tuer absolument pour te prendre le plus d'argent. Et donc c'est très sain comme relation dès le départ. Et nous, ce qu'on voulait, c'est de remettre le truc un peu au goût du jour pour que voilà, les gens ils découvrent que ce genre de jeu, c'est fondamentalement fun. On peut s'asseoir avec quelqu'un et jouer à plusieurs sur un canapé, ce qui est rare aujourd'hui quand même. Et donc les gens peuvent toujours payer pour se faire maltraiter par les développeurs. C'est ça que vous voulez dire en fait. De quoi vous êtes le plus fier dans cette aventure Absoloum? Ouais, moi je trouve qu'on a fait un monde qui est assez grand, vaste, vachement, étendu. Je ne m'attendais pas à l'échelle qu'on est dans le jeu. Personnellement, c'est ma première production. Je suis vraiment fier de l'ampleur que ça prend, du fait qu'on ait créé un univers qui personnellement nous plaît à tous, j'ai l'impression. Ouais.
et qui a résonné avec autant de gens, quoi. C'est vraiment très agréable de voir la réception. Fier d'être arrivé au bout aussi, tout simplement, parce que partir d'une feuille blanche, chez Dotemu, on avait plutôt l'habitude de reprendre des licences ou des choses comme ça, et là c'était une nouvelle licence. Il fallait trouver des nouveautés en game design, un peu révolutionner la formule, créer un univers, etc. Et mine de rien, c'est pas facile du tout. Et juste arriver au bout de ce développement, réussir à sortir ce jeu et en plus être récompensé, c'est quand même... L'accueil des joueurs. Vous êtes sorti à une époque qui n'était pas facile, il y avait du monde en face de vous. L'accueil a été là. Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le fait de... On n'avait plus de beat'em up et on était très content de se faire maltraiter, donc, ou pas? Je sais pas, c'est toutes les petites choses que toute l'équipe a mis, je pense, dans le jeu. Et le fait qu'on est toujours surpris dans le jeu et que toute l'équipe, tout le monde a voulu mettre son grain de sel dans le jeu, que ce soit en termes de sound design, en termes de game design, en termes de level design, en termes graphiques bien sûr. Donc tout le monde, je pense qu'on sent que toute l'équipe a mis de lui dans le jeu. Je pense que les gens, ils ont senti justement cette proposition sincère. C'était pas un jeu de plus, c'était vraiment une tentative. Et sur un premier jeu, il y a quelques défauts par-ci par-là, et ils ont pardonné ça parce que ils ont senti que c'était fait pour eux, quoi. Et ils nous l'ont bien rendu. Félicitations aux 3 studios et bravo pour ces Pégases. La cérémonie des Pégases touche à sa fin et on est forcément avec l'homme de la soirée. Pas que lui, évidemment, il y en a d'autres derrière qui font la fête, qui sont en train de hurler derrière. Vous ne les voyez pas, mais on va vous montrer les images. Guillaume, félicitations. Merci beaucoup. 4 Pégases. On va pas dire qu'on est surpris, mais je pense que ça fait toujours plaisir. Non, ça fait toujours plaisir. Et puis être reconnu aussi dans son pays natal, c'est quand même quelque chose qui touche toujours énormément. Et d'être là pour fêter ça avec toute l'industrie française, c'est trop cool. C'est encore un moment hors du temps, c'est vraiment trop fabuleux, quoi. C'est la fin, enfin pas la fin, mais ça clôture une aventure absolument phénoménale, comme on en connaît rarement dans le jeu vidéo. On s'était vu, le jeu venait d'être annoncé au Xbox Showcase, c'était les débuts. Allez, un an et demi plus tard, presque un an après la sortie du jeu. Quel regard tu portes sur cette aventure ? Moi, ma réponse, elle est simple, c'est que pour moi, je porte rien à rien. Juste, on est dans le déni encore total, on comprend rien à ce qui se passe. Il tombe des news de fou tous les jours. C'est trop pour un être humain. Donc, on est vraiment trop heureux, on est submergé. Évidemment, on a eu nos moments d'introspection, mais en fait, juste, on réalise vraiment la chance qu'on a. C'est une chance inouïe, portée par les joueurs et les joueuses qui nous ont suivis, l'industrie qui nous a suivis aussi depuis le début. Enfin, juste, c'est exceptionnel ce qu'on vit, quoi. Donc juste, on a envie de dire merci à tout le monde. C'est une aventure collective, on n'a pas cessé de le répéter depuis, ça s'appelle pas Expédition pour rien. C'est passé par des hauts et des bas, c'est un jeu que tu as mis longtemps à voir mûrir. Est-ce que le jeu final ressemble à l'idée que tu avais, l'accueil du jeu final, celui que tu espérais ? Bon, c'est 1 milliard de fois supérieur à ce que j'espérais, je pense. Moi, ce que je me disais au début, c'est que ça allait être un jeu de niche, mais que les gens qui aiment le jeu aiment vraiment beaucoup le jeu. Et au final, ça a touché un public tellement large, ça a un peu percé dans le mainstream et dans l'inconscient collectif. C'est vraiment, on se disait, peut-être au bout du 3e, 4e jeu, on arrivera à faire quelque chose comme ça. Et en fait, ça a explosé dès le premier jeu, donc on est les premiers surpris. Et c'est pour ça que je dis qu'encore une fois, nous, la chose qu'on veut dire aujourd'hui, c'est merci à tout le monde, quoi. On se sent incroyablement chanceux. Ça fait peur, un tel amour d'un seul coup, dès son premier jeu. Ça fait peur. On a eu des périodes après la sortie, limite des coups de blues, tellement ça nous dépassait complètement, tellement ça devenait énorme super vite. Mais ce qui est bien, c'est qu'à Soundflow, on est une équipe tellement exceptionnelle, on s'est tous vraiment serré les coudes. Et là, on a juste envie de repartir, quoi. Vous arrivez à garder ce petit esprit de groupe, d'équipe qu'on avait vu, nous, de nos propres yeux, avant le jeu, où il y avait un peu ce stress, alors c'était juste avant. On arrive à rester entre soi, quand même, malgré toutes les sollicitations sans arrêt. C'est quelque chose qu'on protège énormément, parce qu'on pense que c'est ça qui fait la valeur d'un jeu. C'est aussi, un jeu, c'est littéralement que son équipe derrière. Et protéger ce petit cocon où tout le monde s'entend trop bien, on a vraiment confiance les uns les autres, c'est ultra important pour nous et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur à Soundfall, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné depuis un an ? Quelque chose
Une chose à laquelle tu t'attendais pas. Au-delà du succès Ouais. énorme, mais Non, c'est le nombre de messages, je pense, sincères qu'on reçoit de gens qui ont joué au jeu et qui nous font part de leurs moments de vie difficiles et que le jeu a pu les aider sur beaucoup d'aspects. Enfin, en tant qu'auteur, c'est tellement la chose dont tout le monde rêve, et c'est pour ça que je dis encore une fois à quel point on se sent chanceux, c'est de sentir qu'on sert à quelque chose, qu'on aide des gens et qu'on apporte un peu de beauté dans le monde et dans la vie des gens. C'est pour ça qu'on fait ce travail, quoi, donc c'est fabuleux. c'est un succès complet, on l'a vu encore ce soir. Il y a la musique évidemment, il y a la narration, il y a le côté artistique du jeu. Tout ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ah bah vous verrez. Oh Mais on va le faire, on va le faire. C'est On n'est quoi, pas aussi arrogant, on espère qu'on va réussir à faire c'est quoi au le moins aussi bien. futur alors? Le futur, ce qu'on a annoncé, c'est qu'en tout cas, on ne veut pas grossir. On a notre méthode de prod, on sait comment on travaille bien ensemble et du coup, on va juste continuer comme ça. Mais on va continuer de faire exactement comme on a fait sur Expédition parce qu'a priori, ça marche pas trop mal, donc pourquoi changer? Un petit peu de repos à venir? Non, on s'est déjà reposé, c'est bon. Ah, on est reparti là. C'est vrai? Maintenant, bon, faire la fête ce soir, c'est Faire la sûr. fête ce soir, ouais. Bon, demain, voilà, ça va être difficile. Mais non, on est reparti, c'est sûr. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, après une année pareille? De faire le deuil d'Expédition 33 et de passer à autre chose. C'est vrai? Non, mais c'est souvent, on dit souvent que c'est le plus dur, Oui. surtout après un succès comme ça. Ouais. Et une Non, mais- reconnaissance, parce qu'on ne le dit pas assez, mais c'est pas qu'un succès franco-français. Expédition 33, c'est un jeu qui a touché les joueurs à travers le monde. Vous avez apporté quelque chose, tous, toute l'équipe, à des gens. Alors on voit des marinières et des bérets rouges partout à cause de vous. Vous avez relancé une industrie. Ça, Mais- c'est surprenant aussi, j'avoue. la Dans le de- top des surprises, oui. Ça fait partie. Ah, il y en a des surprises. Ouais. Est-ce que vous demandez, je ne sais pas, 1 euro par marinière faite ou... Non, on n'a pas inventé la marinière. Non, on l'a remis au goût du jour. Vous l'avez remis au goût du jour. Mais voilà, on en rigole, mais ça a dépassé les frontières. C'est un jeu qui a touché les gens. Ça, c'est pareil, maintenant, c'est une énorme Ouais. une mission, je ne sais pas comment on peut dire, quelque chose de... Vous êtes attendu aux 4 coins du monde. Ouais. Et ça, c'est rare. Non, il y a un sentiment de responsabilité maintenant de se dire qu'on a tellement de gens qui nous font confiance qu'on n'a pas envie de les décevoir à tout prix, quoi, et qu'on veut, on veut pas décevoir, tout simplement. Avant, on avait personne à décevoir, donc on s'en foutait, mais maintenant, il y a un peu plus de pression. Maintenant, ils sont quelques millions quand même à vous Voilà. attendre. Mais en tout cas, c'est super, c'est une très très belle aventure. Merci beaucoup. Félicitations pour tout ça. Merci beaucoup. Je ne sais pas si les prix, tous les nombreux prix reflètent vraiment la totalité de l'amour que vous avez reçu à travers le monde. En tout cas, bravo encore et bravo pour ce soir. Merci beaucoup. La cérémonie des Pégases s'est achevée. On a la cigale rien que pour nous avec Mathieu. Il faut dire ce qui est. Sans surprise, Mathieu, jeu de l'année, clair-obscur. Bah oui, pas de surprise, un clair-obscur qui gagne dans toutes les catégories où il est nommé, c'est pas une surprise non plus. Voilà, donc on a dit narration, musique, meilleur jeu et on va y arriver, j'arrive plus à me souvenir. Bon, en gros, ils ont passé art, musique, scénario, Voilà. excellence narrative. Voilà, je cherchais Et même quand ils n'étaient pas nommés, Ils étaient remerciés. Voilà, ils étaient remerciés de ne pas avoir postulé dans les catégories pour laisser les autres gagner. Donc. C'est vrai que ils auraient pu être dans meilleure catégorie, meilleur premier jeu. Au final, meilleur premier jeu, eh bien, ça a été The Rock Prince of Persia. On a discuté avec les gens de Evil Empire. C'est un jeu que moi j'ai beaucoup aimé. Ce jeu-là, est-ce que tu as eu le temps de le faire, toi, ou pas? Pas encore eu le temps de le faire, mais Il faut rattraper ça. Il est sur ma liste parce que déjà, je suis très content de voir Prince of Persia revenir. On a eu The Lost Crown en 2024. On nous a privé des remakes. 2024, 2025, je sais. Meilleur jeu de l'année dernière. Oui, donc l'année Donc dernière. 2024. Faut à chaque fois qu'on compte une année de plus. C'est ça. On nous a privé du remake des Sables du Temps, malheureusement, qui a été annulé avec la restructuration d'Ubisoft. C'est regrettable, mais bon, on va dire que c'est... Peut-être qu'il y en aura un autre un jour. Voilà, peut-être qu'on aura un nouveau à la place. Mais en ça tout serait cas, bien. pour ceux qui n'ont pas fait ce Rock Prince of Persia, donc version roguelite, il y a vraiment une vibe des tout premiers. Oui. J'ai trouvé vraiment des tout premiers Prince of Persia. Ils ont remercié eux aussi Soundfall de ne pas s'être mis dans la catégorie premier jeu. En tout cas, faites-le ce jeu. Il méritait largement. Il était aussi en lice dans la catégorie des meilleurs jeux de l'année. Oui, et dans la bande-son. Moi, j'avoue que j'adore la bande-son de Clair Obscur, mais j'avoue que celle de Rock Prince of Persia, elle est très, j'ai très pas sympa. fait le jeu, mais la bande-son, je l'ai saignée. Elle est Voilà. très très bien aussi. Elle est incroyable. Autre jeu qui a remercié Soundfall de ne pas s'être mis, c'est Absolum. Alors Absolum, c'était meilleur jeu indépendant et game design, on a vu. C'est un excellent jeu, un excellent retour du beat'em up pour ceux qui adorent ça. Vraiment, allez-y.
eux c'est pareil, ils étaient en lice dans la catégorie meilleur jeu, il n'y aurait pas eu de clair-obscur, c'était peut-être pour eux. Et je pense que d'un côté, c'est très fair-play de la part de Sandfall d'avoir laissé certaines catégories pour mettre en lumière d'autres jeux, parce que c'est aussi le principe des Pégases, c'est de mettre des jeux qui n'ont pas forcément la visibilité qu'ils mériteraient dans les plus grosses cérémonies. Et donc là, le fait qu'un jeu, on sait très bien que Clair Obscur, il a été nommé de tous les côtés à toutes les cérémonies. C'est le recordman maintenant des prix de meilleurs jeux obtenus dans l'histoire du jeu vidéo. Il a dépassé des The Last of Us Partie 2, des The Witcher 3, des Elden Ring. Donc c'est quand même incroyable et je trouve ça très fair-play de leur part d'avoir laissé un peu de visibilité aux autres pendant ces Pégases. C'est vrai que derrière, on l'a dit, il y a Wednesdays, donc qui est un petit jeu. On a reçu l'équipe tout à l'heure qui a eu au-delà du jeu vidéo et l'accessibilité. C'est quand même pas mal réparti derrière. Comme ça. Il y a un absent. Alors nous, on le sait, on n'arrête pas de le dire parce qu'on avait beaucoup aimé le jeu, qui est Shinobi Hearts of Vengeance, qui a été cité par Guillaume Broche au moment de la remise du prix final en disant que lui ne remerciait pas les autres jeux qui avaient fait perdre du temps à son équipe pour... Mais est-ce que ce serait pas le meilleur des remerciements, ça, d'un côté Je pense que c'est le meilleur. Quand le jeu de l'année vous remercie de leur avoir fait perdre du temps aux équipes, c'est plutôt bon signe. Qu'est-ce qu'on pense de cette cuvée ? Très bonne ce cuvée. Millésime, comme on dit, 2025. Très bonne cuvée. Je pense que s'il y a une chose à retenir de 2025, c'est que le jeu vidéo a plus brillé que jamais. On sent surtout le jeu vidéo français, évidemment. On sent que là, les Français, ils sont à fond. On sort des jeux qui sont reconnus à l'international. Au-delà, bien sûr, des studios habituels, type Arkane, type Asobo, qu'on connaissait déjà. Là, on a des plus petits studios qui brillent à l'international. Et moi, je trouve ça génial. Et je trouve encore plus génial qu'ils soient mis en avant sur une cérémonie comme le Pégases. Surtout sur une période qui s'annonce quand même un petit peu difficile pour le jeu vidéo français. On sait que là, Nekon va passer en redressement. Ubisoft, c'est pas la fête, et c'est des studios qui sont assez porteurs de gros jeux. Donc on espère qu'ils s'en remettront parce qu'on a quand même besoin de moteurs. Oui. Le jeu vidéo indépendant se porte bien, mais on a besoin de moteurs. En parlant de jeux vidéo indépendants, du côté des étrangers, on a quand même eu des surprises. C'est-à-dire que le jeu de l'année étranger, c'est Hades 2, et le jeu vidéo indépendant étranger, on va y arriver, c'est tellement long. C'est Hollow Knight Silksong. Alors toi, tu es plutôt de la team qui pensait que c'était l'inverse Non, je suis pas surpris. Honnêtement, Hades 2 a quand même beaucoup brillé. Il a même remporté des récompenses là où je pensais dans d'autres cérémonies que Hollow Knight le remporterait. Là, je trouve que c'était plutôt bien équilibré. Les deux ont eu leur petit prix. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien équilibré sur ce coup. Il y a quelque chose qui est intéressant dans le jeu vidéo français cette année, c'est que parmi les jeux qui étaient extrêmement nommés, nous, on ne cède pas à la mode du ultra-narratif. On n'avait que des jeux qui étaient du RPG, tendance JRPG, du beat'em up, du roguelite. Alors qu'il y a une époque, c'était que des jeux narratifs, les jeux français qui brillaient. Donc on entre dans une nouvelle ère. On va voir ce que l'année prochaine nous réserve comme jeu vidéo français. On a vu pas mal de bandes annonces durant la cérémonie. Moi, j'ai Tales of Tomorrow que j'attends et que j'aime bien. On a vu Kern qu'on attend pour l'année prochaine. Sur la cérémonie, je tiens quand même à faire un petit mot là-dessus parce que le nouveau jeu des créateurs de Dordogne, pour moi, c'est quand même la plus belle annonce de cette soirée. Je sais pas si tu as fait Dordogne. Ah ben j'ai adoré Dordogne. C'est un jeu qui est incroyable et j'avoue que là, ça m'a fait un petit effet, tu sais, type Game Awards, E3. Cette annonce-là, j'ai eu les yeux qui pétillaient. Très hâte de voir ce que ce futur projet va donner. Est-ce qu'il y a eu quand même des World Premières ? Nous aussi, on a eu des No World Premières. Mais bon, ben merci beaucoup, Mathieu. Merci à On te retrouvera en plateau très vite. Avec plaisir. Et sinon, on te lit maintenant que tu as changé de crèmerie. Chez Gameblog, voilà. Effectivement. Faut se mettre à la page. Voilà, je suis revenu sur le web, fini la presse papier, mais je fais quand même un petit coucou à l'équipe de Total Jeux Vidéo, évidemment. Et nous, on embrasse toute l'équipe de Gameblog. Merci beaucoup. C'est fini pour cette émission de multijoueurs que vous pouvez retrouver évidemment en multi-rediffusion absolument partout, à la télé, sur le web, sur le site BFM Tech, sur la chaîne YouTube BFM Tech, sur la plateforme RMC BFM Play. Si vous voulez revoir tous nos gagnants de la soirée, le sacre de Clair Obscur, et puis bien des World Premières aussi. Voilà, vous pourrez aller suivre tout ça. Nous, on se dit à très vite. Et bien, émission encore décalée la semaine prochaine. Nous serons à la GDC, figurez-vous. Si vous ne savez pas ce que c'est, rendez-vous la semaine prochaine pour le découvrir. Allez, jouez bien et à très vite.